Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique de Tour d'Israël dédiée à Jérusalem. Et ce soir, nous continuons la série sur Jérusalem, la ville sainte, puisque nous allons remonter le temps des premières traces de vie à Jérusalem jusqu'à l'époque de la destruction de la ville, avec la destruction du premier temple. Il faut savoir que les premières traces de vie dans la région remontent à près de 7000 ans avec des silex, mais la vraie première trace d'habitation remonte à près de 5000 ans à ce qu'on appelle l'époque chalcolithique. Époque chalcolithique, l'époque de l'âge du cuivre, très concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cuivre était le métal utilisé et connu à l'époque. Plus tard, on aura l'âge de bronze, puis l'âge de fer. Ces âges correspondent à la découverte et à l'utilisation de ces nouveaux métaux de plus en plus durs, de plus en plus résistants. Et l'essentiel, c'est ce qu'on voit sur cette photo, se trouve dans la cité de David. C'est dans la cité de David qu'on va avoir les vraies premières traces de vie à Jérusalem. On parle de vie, on ne parle pas encore de sédentarisation, d'organisation, de murailles, de système d'eau. On a des traces de vie sous la forme de poterie. Juste à côté de la cité de David, on va également avoir l'Ophel. L'Ophel, c'est cette zone toute particulière entre la cité de David et les remparts de Jérusalem, en contrebas de la mosquée Al-Aqsa, à côté du mur des Lamentations. L'Ophel, zone archéologique extraordinaire qui a été fouillée au début du XXe siècle par l'expédition Parker-Montaigu, dans lesquelles on a retrouvé plus de 2500 ans de traces de vie à Jérusalem, et notamment des traces de cette époque de l'âge de bronze, il y a plus de 4000 ans. Nous continuons à remonter le temps avec ces poteries. Alors les poteries vont être la principale source archéologique permettant la datation. Depuis le début de l'archéologie moderne, qu'on va dater du milieu du 19e siècle, les poteries vont être le plus utilisées pour faire de la datation parce qu'on s'est aperçu que depuis presque la nuit des temps, il y avait un style dans les poteries qui changeait tous les 50 à 80 ans. Ce qui veut dire que les couleurs, la taille, les modèles, la anse, la largeur des anses, tout ça permet une datation assez précise. Et la poterie a l'énorme avantage, contrairement à des bijoux, à du fer, à de l'or qui peuvent être donnés, qui peuvent être transformés, que la poterie n'a pas de valeur intrinsèque, elle a de valeur uniquement par son utilisation. Ce qui veut dire que concrètement, une fiole à huile, une assiette, un bol, une fois qu'il est cassé, personne ne va s'amuser à le recoller, on va le laisser en état, mais les archéologues, fous de joie, vont pouvoir le reconstituer et identifier une datation assez précise à partir de ces vestiges archéologiques. Maintenant, sur la datation, il faut savoir qu'on a deux grandes techniques. La technique de la stratigraphie, la technique de la typologie. La stratigraphie, très concrètement, c'est le principe des couches. On part du principe des couches archéologiques. Plus on creuse, plus on remonte dans le temps. Et on va isoler ces couches pour permettre des datations successives en fonction des couches sur lesquelles on est. L'autre datation historique avant les techniques modernes, je parle notamment du carbone 14, ça va être la typologie. Il va s'agir, quand on ne va pas pouvoir isoler ces couches, de faire des comparaisons et avec ces comparaisons et d'autres éléments dont on a la datation certaine, de faire une datation approximative. Il faut noter qu'assez récemment, l'université de Bristol a mis en avant une nouvelle technique de datation à partir d'acides gras laissés dans des poteries qui permet également une datation très précise. On est à 10 ou 20 ans près, donc extrêmement précis. Autre élément très intéressant, ça va être ceci. Ceci, ces petites sculptures qu'on appelle des textes d'exécration. Ce sont des sculptures qui remontent à 4000 ans et dans lesquelles on a retrouvé le nom de Jérusalem. Concrètement, il s'agissait de faire des figurines sur lesquelles on marquait le nom de ses ennemis et ensuite de prendre et d'éclater cette figurine. L'idée était d'apporter une malédiction à ses ennemis et on a retrouvé de nombreuses figurines mentionnant le nom de Jérusalem. Donc mention de Jérusalem, extra-biblique, il y a plus de 4000 ans. Maintenant, un autre élément intéressant, ça va être cette histoire de nom qu'on rattache à l'importance du nom, le troisième des 10 commandements. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui invoque son nom en vain. Ça nous rappelle, à quelques centaines d'années près, effectivement ces textes et l'importance d'écrire le nom et ensuite de briser ces textes et de tuer symboliquement la personne en brisant la figurine.
De l'époque cananéenne, donc on est en plein âge de bronze, avant la conquête de Jérusalem par le roi David, on a retrouvé ceci. 1960, l'archéologue Kathleen Canyon va découvrir des murs de Jérusalem de cette époque, murs que l'on peut observer dans la cité de David. Et il faut savoir que ces murs de l'époque cananéenne vont être utilisés par le roi David et vont ensuite être étendus par le roi Salomon à partir du moment où va être construit le premier temple. Autre élément archéologique intéressant et qui parle de Jérusalem, ce sont ces textes qu'on appelle les textes d'El Amarna. On est en 1350 avant notre ère, il y a 3600 ans, des lettres qu'on a trouvées en Mésopotamie, écrites avec de l'akkadien, qui mentionnent Abdi Repa, roi de Jérusalem, à une époque où Jérusalem fonctionne comme une cité-État. Donc on a une cité avec une certaine forme d'autonomie, mais qui va demander à être rattachée à la grande puissance régionale, qui pourrait être l'Égypte, qui pourrait être la Mésopotamie. Il va lui payer des impôts, et le jour où cette cité-État est attaquée, elle va faire appel à l'État protecteur pour venir le défendre. Donc les lettres d'El Amarna, autre élément archéologique qui précise le nom de Jérusalem, et on est il y a plus de 3500 ans. On continue avec un autre élément archéologique particulier qui est la stèle de Merampta. C'est une stèle de granit extraordinaire, découverte en Égypte, que l'on date du XIIIe siècle, on est à peu près en 1200 avant notre ère. Merampta, le fils de Ramsès II, on est dans la 19e dynastie, et c'est le premier élément archéologique qui mentionne le nom d'Israël, sans préciser ce qu'est Israël. Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est un peuple, une tribu? Toujours est-il qu'on a cette première mention d'Israël sur cette stèle égyptienne plurimillénaire. On continue avec une autre mention de Jérusalem, et là on rentre dans la Bible. La première fois que la Bible, la Torah, parle de Jérusalem, on est dans le premier livre, dans la Genèse, avec Abraham et le roi prêtre Melchitsédek. Et on parle alors de Salem. Donc on n'est pas encore tout à fait sur Jérusalem, on n'a aucun doute qu'il s'agit de Jérusalem, mais Jérusalem n'est pas encore mentionné. Il faut attendre le livre de Josué pour, lors de la conquête du pays de Canaan par Josué et les 12 tribus, entendre pour la première fois parler de Jérusalem lorsque Josué va se battre contre les 5 rois cananéens, appelés les Amoréens, dont le roi de Jérusalem. On situe Josué donc pendant la conquête de la Terre Sainte, c'est-à-dire on est à peu près entre 1100 à 1200 avant notre ère. On est encore dans l'âge de bronze, on démarre vraiment l'âge du fer avec la période israélite et la conquête de Jérusalem par le roi David, il y a précisément 3000 ans. La cité de David, au sud des remparts de Jérusalem, c'est là qu'on va avoir l'essentiel de la vie de Jérusalem à partir de l'époque du roi David, et ça va s'étendre avec son fils le roi Salomon. C'est le site archéologique qui a été le plus fouillé au monde. On a des dizaines d'explorations depuis 1838 avec les découvertes des murailles, des systèmes d'eau, de poterie et notamment cette extension qui va arriver donc avec le roi Salomon. La ville va s'agrandir vers le nord pour intégrer d'une part le mont Moria, le mont du Temple, sur lequel Salomon va construire donc le premier temple à Jérusalem, se développer à l'ouest avec ce qu'on appelle la colline occidentale, ce qui correspond au quartier juif et arménien d'aujourd'hui, en intégrant jusqu'au mont Sion, sur lequel on a découvert une tombe attribuée au roi David. On continue à remonter le temps avec ceci. Ceci, c'est une stèle découverte relativement récemment puisqu'on est en 1993 à Tel Dan, dans le nord-est d'Israël. Cette stèle qu'on a naturellement appelée la stèle de Tel Dan et qui est datée du 8e siècle avant notre ère. Pourquoi cette stèle est extraordinaire? Pourquoi elle va jouer un rôle très important dans l'archéologie moderne? C'est le premier élément extra-biblique qui mentionne la maison de David. On parle d'un roi qui a conquis la région, qui a tué un roi qui se disait roi de la maison de David. Alors on n'est pas dans une preuve archéologique de l'existence du roi David. Toujours est-il que moins de 200 ans après la mort du roi David, on a un roi dans la région qui se dit descendant du roi David. Pourquoi ça va jouer un rôle important dans l'archéologie moderne? C'est qu'on a une partie minime, mais une partie des archéologues, notamment le plus connu qui s'appelle Israël Finkelstein,
qui remet en cause l'historicité biblique de l'importance, voire de l'existence du roi David et du roi Salomon. Et jusqu'à l'existence, la découverte de la stèle de Tel Dan, il allait jusqu'à remettre en cause, comme je vous le disais, l'existence du roi David. Avec cette stèle qui mentionne un roi qui s'attribue être dans la lignée, dans la descendance du roi David, même lui a revu un peu sa copie en acceptant l'idée d'un roi David, mais un chef de tribu, pas du tout célébré comme on le fait habituellement. Toujours est-il que cette stèle, très importante, mentionne donc le roi David. L'autre découverte archéologique majeure, et on est là en plein âge de fer dans la période israélite, c'est ce qu'on peut voir juste après l'entrée de la cité de David, les vestiges de ce palais colossal dont les murs font plus de 30 mètres de long, 6 mètres de large, 3 mètres d'épaisseur, découvert en 2005 par Elat Mazar et qui est attribué au roi David. Et on a réussi à faire cette datation précise non seulement par des traces de poterie, par différentes boulaées. Les boulaées, ce sont ces seaux d'argile qui ont durci avec le temps et avec la destruction par le feu de la ville de Jérusalem. Datation également confirmée par le carbone 14 avec des éléments organiques qui ont pu être datés. On a donc un palais royal qui date de l'époque du roi David et qui a été le palais utilisé par les différents rois David et ses successeurs jusqu'à la destruction de la ville en 586 avant notre ère. Le temple de Salomon. Le temple de Salomon, la description qu'on en a est purement biblique puisque c'est décrit dans la Torah. On n'a pas retrouvé de traces archéologiques du temple de Salomon. Évidemment, ça remonte à 2400 ans. Après ce temple, il y a eu le deuxième temple construit par les Juifs de retour de Babylone, à l'époque perse. Après, on a eu l'agrandissement de ce deuxième temple avec Hérode le Grand, donc j'ai envie de dire logique qu'on n'ait pas retrouvé de traces de ce temple. Maintenant, un principe important en archéologie, l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence. Et on a tellement d'éléments concernant cette période biblique et extra-biblique qu'on ne peut pas remettre en cause, selon moi, l'existence réelle du temple de Salomon et la conquête qui va être faite plus tard par les Babyloniens avec la destruction de la ville et du temple de Jérusalem. Retour dans la cité de David, on est dans la zone qu'on appelle la zone G, avec cette maison que vous voyez, les vestiges de cette maison qu'on appelle la maison d'Ariel. Ariel parce qu'on a retrouvé ce nom gravé à l'intérieur de cette maison. C'est une maison typique de la période israélite, ce qu'on appelle une maison à 4 pièces, sur 2 étages, la pièce centrale plutôt dédiée donc aux animaux, 3 grandes chambres sur les côtés, et la particularité, on est sur une maison assez grande, on parle de maisons qui font entre 120 et 150 mètres carrés. La particularité, et c'est exceptionnel, c'est la découverte dans ces vestiges d'une pierre ronde utilisée comme toilette, dont on a pu analyser certains des résidus et identifier la présence de verre, ce qui permet de savoir qu'à la fin de l'utilisation de cette maison, on mangeait de la viande crue, on n'avait plus de bois pour faire du feu et faire cuire la viande, tout le bois était utilisé pour faire des armes de siège, raison pour laquelle on a retrouvé ces éléments. Donc, découverte archéologique également très intéressante qui montre l'utilisation en contrebas du palais du roi David de cette zone comme zone pour l'aristocratie, les grands de l'époque qui étaient à proximité du palais royal. Toujours de l'époque israélite, sous l'époque du roi Ézéchias, le tunnel de Siloam, ou le tunnel de Siloé dont on a déjà beaucoup parlé, tunnel construit à l'intérieur de la cité de David pour dévier la source du Gihon, permettant d'avoir de l'eau à l'intérieur, découverte en 1838, pleine période israélite. On a une plaque qui racontait la construction de ce tunnel, qui est confirmée dans l'Ancien Testament. Et là, on peut dater précisément la construction de ce tunnel, puisqu'il s'agit des attaques assyriennes du siège de Sénéchérib en 701 avant notre ère. Donc de très nombreux éléments archéologiques, que ce soit des artefacts, des vestiges, que ce soit des traces d'habitation, des traces de systèmes d'eau, des traces de murailles, on a tous les éléments permettant de remonter l'histoire de Jérusalem, de l'âge de bronze, de la période israélite, et même à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, puisque pour l'instant on était dans l'Ophel, on était dans la cité de David, on a ce colossal mur
qu'on appelle le mur large, un mur qui fait plus de 7 mètres de large et 8 mètres de haut, qu'on peut voir dans le cœur du quartier juif, et qui date, là aussi on a pu archéologiquement le dater, de l'époque du roi Ézéchias, volonté de renforcer les murailles de Jérusalem pour se préparer au siège des Assyriens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a et la trace archéologique, et la mention biblique, et la mention extra-biblique de ce mur, puisque les chroniques assyriennes racontent le siège de Jérusalem et parlent de ce mur de Jérusalem devant lequel les Assyriens se sont arrêtés, puisqu'ils n'ont pas détruit la ville. Ils vont détruire la partie nord, le royaume du nord, mais ils ne vont pas détruire le royaume de Juda, et le mur va rester intact, découvert en 1970 par l'archéologue Nachman Avigad. Enfin, on a des nécropoles. Et ça, on n'y pense pas souvent, c'est vrai que ce n'est pas forcément le premier endroit qu'on a envie de visiter, mais on a de nombreuses nécropoles, dont des nécropoles qui datent de la période du premier temple. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qu'on peut voir depuis la cité de David. Ce sont les nécropoles de la vallée de Silouan, fouillées dans les années 1970 par Ussishkin et Gabi Barkaï, 50 tombes qui datent de la période du premier temple, creusées dans la roche, dont on a découvert également de nombreux artefacts. Enfin, et pour terminer, la découverte archéologique peut-être la plus importante de la période du premier temple. Ce que vous voyez, c'est la tour israélite qui montre la présence juive à l'intérieur de la vieille ville d'aujourd'hui, dont l'extension de la cité de David, mais surtout ces deux objets. Ces deux objets, ce sont deux amulettes qu'on a découvert dans la vallée de Hinnom, également par Gabi Barkaï de Ketef Hinnom, deux amulettes dont la datation très précise est du 7e siècle avant notre ère, et ces deux amulettes qui se portaient tels des colliers, on a découvert en haut de ces amulettes une petite ouverture qui permettait de mettre une ficelle et de les porter sur soi, sont le premier élément archéologique découvert avec des extraits de la Torah. Ce que vous voyez, ces petits morceaux d'écriture qui ont été analysés, découverts et dont on a aujourd'hui une unanimité, ce sont des extraits de la Torah, du Deutéronome et du livre des Nombres. Que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que Yahvé tourne sa face vers toi et te donne la paix. C'est la découverte archéologique la plus ancienne d'une mention de la Bible, hors Bible, sur cet objet archéologique. Donc de nombreuses découvertes permettant de raconter l'histoire de Jérusalem. On a remonté l'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge du fer, la période israélite, que vous pouvez voir principalement dans la cité de David. À très bientôt pour la suite, puisqu'on va parler de la destruction de Jérusalem, de la période perse, du retour des Juifs jusqu'aux conquêtes d'Alexandre le Grand. À très bientôt sur Tandem TV pour un futur Tour d'Israël.